Bonsoir à tous, bienvenue dans T'es dans le match, émission exceptionnellement délocalisée à Morlaix au siège du journal Le Télégramme en ce lundi de Pâques avec la fine fleur des journalistes sportifs de la rédaction. Je vous les présente tout de suite, un grand habitué, c'est Maël Moisan. Salut Maël. Salut Anthony, salut à toutes et à tous. François Quivouron qui enchaîne aussi une deuxième émission de suite. Salut François. Salut Anthony, salut à tous. Et puis un revenant, c'est Adrien Prigent qui avait fait toute la première partie de saison. Et te voilà de retour pour parler du Stade Brestois, peut-être du Stade Rennais aussi un peu. Non, on va rester sur le Stade Brestois aujourd'hui. Très bien, ça m'arrange. Calme, humble. Oui, alors calme, on va voir, parce qu'on a des débats qui... on va voir aussi. Hein. Voilà, le ton est donné, vous voyez, on va s'intéresser tout de suite à ce premier débat qui concerne le match contre Lens. C'était dimanche après-midi à Francis-Leblay, avec cette question, hein, vous allez comprendre si vous avez suivi la rencontre, l'arbitrage a-t-il faussé le match? Voilà, la question est posée, il y a eu un fait d'arbitrage majeur au cours de ce match. Alors messieurs, on revient sur cette action qui a-t-elle fait basculer le match? Je vous pose la question, mais en tout cas, elle a fait beaucoup parler pendant le match et après. On peut peut-être déjà évacuer la première, comme ça, sur le premier pénalty qui est sifflé pour Brest, sur lequel Benoît Mignot revient, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le fait qu'il n'y a pas vraiment faute, ou en tout cas, elle est très légère s'il y a faute d'Aguilar, et donc derrière, il y a main d'Abdelassima. Oui, pas trop de débat là-dessus. Il n'y a pas trop de débat, voilà, parce que je pense que l'énervement des Brestois commence là-dessus, parce qu'en fait, on leur siffle un pénalty qui est finalement annulé par le VAR. Donc ça démarre en fait comme ça. Maintenant derrière sur le deuxième, je trouve que le penalty est un peu sévère et alors l'exclusion est plus que sévère quoi. Elle n'y est pas à mon avis. Je sais pas pour les autres. Bah oui, puisqu'en fait si on se réfère à la règle qui est en vigueur, la double peine c'est terminé. Oui. Donc en effet il y a main et en effet il y a penalty, ça on le conteste pas. Alors, du tout. Il y a peut-être petit débat quand même là-dessus puisqu'on voit que le ballon touche la hanche avant de toucher la main. Ils ont compliqué la règle je trouve parce que l'interprétation. En fait moi ce qui m'a frappé en regardant le match, c'est que l'arbitre il passe 3 minutes, enfin j'exagère à peine, mais 3 minutes pour la première action qui pourtant est assez simple, sur laquelle il revient, mais il passe 3 minutes devant, et il repasse 3 minutes pour la deuxième action sur le pénalty qui siffle contre les Brestois. À un moment donné, je me mets à la place des arbitres, c'est pas simple, hein. On est à l'interprétation, mais il faut réussir à interpréter. Enfin, je sais pas, en fait, ce qu'on voudrait, c'est un peu de la cohérence week-end après week-end. Après, le problème, c'est qu'il y a toujours ce côté interprétation. On pensait que la vidéo allait tout changer, mais il reste l'interprétation de l'arbitre, que ce soit l'arbitre ou l'arbitre assistant de la VAR. Mais oui, je pense que la vraie erreur de l'arbitre pour moi sur ce match, c'est même sur cette action, c'est même pas le penalty. Le penalty, franchement, il va se débattre. T'es Lensois, je pense que tu dis qu'il y a penalty. T'es Brestois, tu dis non. C'est pas scandale, quoi. C'est pas un scandale. Mais oui, c'est sur l'intentionnalité, parce que si on pense qu'il y a rouge, c'est-à-dire qu'il y a une intention, c'est-à-dire un peu un Luis Suarez en quart de finale de la Coupe du Monde, il y a une intention de faire un arrêt. Il touche la hanche au départ, donc. À mon avis, la règle, elle a un peu... Bon, on n'a pas eu l'arbitre sur ce sujet-là, malheureusement. Même Will Steele, à la fin, il dit que lui, il comprend la colère des Brestois. Ouais. Mais il est content quand même, quoi. Il est content, évidemment. C'est toujours le même problème. Eric Roy aurait dit la même si c'était dans le sens inverse. Ouais, c'est clair. Mais ce carton rouge est effectivement très dur. Et puis cette règle, à un moment donné, il faut comprendre. Normalement, si ça touche à une autre zone du corps avant la main, potentiellement, c'est pas main. Alors après, j'ai vu des réactions comme quoi le ballon prenait la direction du but, ce qui est vrai, donc ça peut se défendre. Mais au final, il y a tellement de paramètres. Intentionnalité, prend la direction du but, ça touche une autre partie du corps, mais il faut être cinglé. La fameuse loi 12 des règles du jeu. Oui, mais elle est tellement compliquée aujourd'hui que c'est... Ouais, mais qui dit cette fameuse loi 12 qui dit que si un penalty est sifflé avec une main, même si elle est non intentionnelle, il n'y a pas carton rouge. Voilà, c'est ça le truc. En fait, il y a une double peine là qui est complètement injustifiée et qui fausse le match. Ça, c'est clair. C'est le carton rouge qui fausse le match. On est à la 45e plus, je sais plus, 4-5. C'est toute la deuxième période tout seul. Tu perds un défenseur central, donc tu réorganises ton équipe. C'est compliqué, quoi. Et oui, ça fausse le match. Puis on arrive à 2-1. Et puis même avant le 2-1, juste avant la pause, globalement, le match est plutôt équilibré, que ce soit en termes statistiques et même en termes d'impression. Il y a un partout plutôt logique. Là, ça change totalement tout. C'est un peu compliqué. Puis montrer à quel point, on a regardé juste avant de venir, mais j'avais souvenir de la main de Brendan Chardonnay contre Lorient, c'est la saison dernière, je crois, qui n'est pas sifflée. Alors, Lorient a crié c'est scandale et tout machin. Et pour le coup, ça pouvait se défendre parce que pareil, il n'y avait pas intentionnalité. Alors oui, il augmente la surface du corps, oui, ça prenait la direction du but, mais c'est bien pour montrer à quel point, en fait, aujourd'hui, tout est ouvert à l'interprétation. Mais on a rajouté une dose d'interprétation, en fait, avec la règle qui a changé. Donc, et interprétation avec désormais 2 personnes qui doivent juger une même action. C'est-à-dire que c'est l'arbitre qui se repose aussi sur l'arbitre qui est à la VAR. Donc ça fait 2 personnes qui regardent une même action et qui n'ont pas forcément la même idée de ce que ça doit sur ce que ça doit aboutir en fait. Voilà. Donc en fait on s'en sort pas quoi. Et c'est justement ce que déplorait Eric Roy à la fin du match. On va écouter sa réaction par rapport à ce fait de jeu. Donc je trouve effectivement cette sanction très très dure.
Mais bon, comme a priori c'est la VAR qui a décidé de dire et qui a dit c'est penalty, tu reprends penalty et carton rouge, d'après ce qu'on nous a dit. Donc, Monsieur Gringor, je crois que c'est lui qui a décidé un petit peu du sort du match, quoi. Voilà. Donc le match était difficile à 12, 13 contre 10 du coup. Voilà, Eric Roy, bon, un petit peu amer, on l'avait vu très en colère pendant le match, bon, là, c'était un peu calmé quand même. Bah, il se trouve quand même que la VAR a quand même corrigé quelque chose sur la première action pour les Brestois, parce que Monsieur Millot, il se trompe 2 fois, en fait, au final. Si on va par là, il se trompe 2 fois, parce que la première, il donne penalty, c'est déjugé. La deuxième, il ne siffle pas penalty, il est déjugé. Donc au final, on voit que la VAR a corrigé la première, mais il ne corrige pas la deuxième, ou en tout cas amplifie la deuxième. Donc enfin, encore une fois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, cette histoire. Enfin, c'est... Adrien, est-ce que tu penses vraiment que les Brestois, on les a vus quand même revenir à la charge en deuxième mi-temps à 10 contre 11, malgré tout, il n'y aurait pas eu moyen peut-être d'accrocher un match nul et d'atténuer l'effet de ce carton rouge? Ou si, il y aurait pu, mais je pense que Brest n'a pas eu non plus tant d'occasions que ça. Il y a eu encore la sortie un peu sur blessure de Ludo Adjork en seconde période qui a peut-être encore bouleversé. L'infirmerie est toujours un peu remplie à Brest. Je pense qu'il y a de moins en moins d'armes, ce stade brestois, justement, ouais, moins d'armes qu'auparavant. Après, oui, ils auraient peut-être un peu plus, mais je pense que franchement, le coup derrière la tête, il est terrible, quoi. Mais il n'y a pas de cabale, quoi. Parce qu'à un moment donné, j'ai entendu comme quoi, côté Brest, on nous en veut, machin, stop, il y a pas de personne n'en veut à Brest. La preuve, Les Melou a super chaud, lui aussi, sur Thomasson. Non, c'est juste que ça va dans un sens ou dans l'autre. De toute façon, au bout de 34 journées, il y a 18 clubs en Ligue 1 qui dérangent, et il y a 18 clubs qui sont... non, mais c'est vrai. Chacun prêche pour sa paroisse. Là, évidemment, c'est une erreur d'un arbitre, ça arrive, hein. On fait tous des erreurs, malheureusement. Bon, là, c'est vrai que ça coûte un peu cher, mais bon, ça arrive à tout le monde. Alors, on va justement écouter aussi 2 joueurs brestois à la fin du match, le principal concerné Abdoulaye Ndiaye et puis Pierre Lesmelou sur ce fait de jeu également. Le ballon, je le touche d'abord à la hanche et si j'avais décollé les mains avant, je ne peux pas dire ça, mais le ballon il touche à la hanche après il touche normal. Là. Ouais, tu peux pas faire autrement en fait. Je peux pas faire autrement, franchement, et voilà. Donc, soit je ne comprends pas, soit les règles ont changé en 2 semaines. Mais juste, en fait, il faudrait m'expliquer, juste un peu de sa décision. Il avait l'air sûr de lui. Au camion, là-bas, ils avaient l'air sûr d'eux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Double peine. Et après, il y a plus de match, en gros. Le match, il est plié. Même si on s'est battu, je pense qu'on peut rien nous reprocher aujourd'hui. Voilà, merci à Hugo Laborde pour ces images tournées en zone mixte après le match. Et on voit le désarroi de Pierre Lesmelou, François, qui trouve que ça fait beaucoup. Alors bon, pas forcément plus pour Brest que d'autres clubs, mais on peut comprendre les joueurs qui, dans ce genre de situation, ont un petit peu les boules, quoi. Ces joueurs-là, tout ce groupe-là se prépare toute la semaine pour un match qui est quand même important pour la fin de la saison. Il y avait encore des choses à jouer pour Brest, avec une possible qualification en Coupe d'Europe. Les mecs, ils sont à fond sur le terrain toute la semaine et puis c'est flingué par une décision arbitrale qui n'est pas justifiée. Donc l'amertume, je la comprends, clairement. Complètement. Ouais. Un petit mot aussi sur ce qui s'est passé avant et après le match. Malheureusement, c'est extra sportif, mais on est obligé d'en parler quand même parce que ça a pris des proportions. On a vu des images de heurts entre supporters. Voilà, si on peut voir les images en même temps. C'était avant le match, au niveau du Moulin Blanc, juste en bas du stade, et puis aussi sur la voie express à la fin du match. Bon, François, c'est des images qu'on n'aime jamais vraiment voir. Non, voilà. Qu'est-ce qu'on dise, à part que c'est quelques abrutis des 2 côtés, et puis voilà, on passe à autre chose, en espérant qu'il n'y ait pas de conséquences pour le club, surtout. Ouais. Faut voir. Ouais, je crois qu'il y a des problèmes entre les ultras des 2 côtés, en soi et Brestois. C'est dommage, effectivement, ça ternit quand même, ça ternit les choses. C'est pas du tout utile, ce genre de choses. Ouais. J'ai l'impression que c'est miraculeux qu'il n'y ait pas de blessure grave. Oui, aussi, voilà, c'est un peu miraculeux. Ouais. C'est stupide. Ouais. Bon, voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur le match et ce qui s'est passé dimanche à Brest autour de ce Brest-Lens. On va passer tout de suite à notre deuxième débat du jour. Et on va parler des ambitions européennes du Stade brestois en se posant la question, est-ce vraiment la fin des espoirs concernant les 7 premières places, vous le savez, qui sont qualificatives pour la Coupe d'Europe la saison prochaine? Alors messieurs, après ce résultat, après cette défaite des Brestois, y croyez-vous encore? Petit tour de table.
Malheureusement, moi j'y crois plus trop, et même Eric Roy en a parlé, tous les joueurs ils étaient un peu défaitistes. Je pense que c'était avec une victoire, oui, potentiellement déjà c'était compliqué. Faut pas oublier que la 7e place est toujours pas qualificative pour la Coupe d'Europe, même si Paris est ultra favori en finale face à Reims. Là ils sont à 7 points de la 7e place, avec 12 points à prendre sur les 4 dernières journées. Ça me paraît vraiment très très compliqué à l'heure actuelle. François, pareil. Moi, j'y crois plus non plus. Je pense que c'est mort. Enfin, là, en cas de victoire, il restait encore un peu de suspense. Il y a des matchs sympas en plus à jouer d'ici la fin de la saison, avec un match contre Lille à Le Blé et le dernier match à Nice qui ressemblait un peu à une espèce de petite finale. Si jamais tout allait dans le bon sens, mais là, non, là c'est terminé. Voilà. T'as pas le goal average non plus, 7 points plus le goal average. À moins 1, c'est ça. Ouais. Donc ça va être compliqué, quoi. Ça va être hyper compliqué et même perdu d'avance. Maintenant, après, l'idée, c'est, comme on dit, on prend les matchs les uns après les autres. Je crois que ça marche bien. La fameuse expression. Mais franchement, il faut qu'ils continuent à jouer. Et ils ont des belles affiches, comme disait François. Là, ils vont aller au Vélodrome. Alors, on a eu une petite différence quand même dans le discours d'Éric Roy, qui n'y croyait plus trop. Mais les joueurs, apparemment, ils sont toujours dans le projet, dans l'ambition de décrocher les places européennes. On peut dire qu'on a vu des scénarios fous sur des fins de saison en Ligue 1 ou ailleurs. Après, le coach, c'est dans son rôle. Il est dans son rôle de siffler un peu la fin de la récré, entre guillemets. Et puis les joueurs, ils sont dans leur rôle là, de ne pas dire. S'il y avait un joueur qui avait dit, non, on n'y croit plus. Le coach lui aurait dit tu vas finir sur le banc. C'est de bon ton, quoi, de le dire. C'est de bon ton. Les joueurs, ils sont, c'est normal. Ils font partie du groupe, ils font partie de ce collectif. Mais évidemment que dans un vestiaire, avec les statistiques et les points qu'on a évoqués, évidemment qu'ils n'y croient plus. Non, ils peuvent pas être défaitistes aussi, les joueurs. Puis la saison est bonne. Ouais, c'est ça. Et puis vis-à-vis des supporters, si tu te dis qu'à quelle journée de la fin, c'est bon, rideau, je pars en vacances. Ça le fait moins quand même. C'est ça. Le coach, lui, il peut se permettre de le dire parce que On voit le classement d'ailleurs en même temps pour se rendre compte comptablement de la situation. Tu le disais, Adrien, il y a des écarts de points maintenant qui semblent insurmontables pour les Bressois. C'est ça, 7 points, une différence de but négative. Et puis il ne faut pas oublier, Brest était sur une super dynamique ces derniers temps. Le nul à Saint-Etienne fait quand même mal. Tu mènes 3 fois, tu finis avec un point chez le 17e de Ligue 1. Et 5 matchs sans défaite. Ouais, c'était ça. Et puis là, la défaite avec ce scénario dont on a parlé, oui, Éric Roy, je pense qu'il y a aussi, on verra le discours qu'il a avec ses joueurs aussi. Je pense que là, il y avait l'amertume. Mais ils ont entendu, ces joueurs. Enfin, je pense qu'ils ont entendu ce qu'il avait dit. Et encore une fois, moi, je ne crois pas une seconde que les joueurs, entre eux, pensent que l'Europe, c'est encore faisable. Je pense que c'est un discours pour les médias, pour le grand public, mais ce n'est pas le discours qu'ils ont dans le vestiaire. Autant ils se raccrochaient, dans tous les matchs de Ligue des Champions, dans la Coupe d'Europe qu'ils sont allés chercher l'année dernière, ils se sont raccrochés à des choses qui étaient tangibles, qu'ils pouvaient aller chercher. Même si c'est un exploit, ils sont allés les chercher. Là, on n'est plus dans la mesure d'exploit, dans le miracle, quoi. Après qu'il soit face aux médias engagés, encore combatifs à l'idée d'aller jouer des victoires, oui, très bien, mais ce sont des compétiteurs, les mecs. Donc évidemment, chaque match, ils les jouent pour les gagner. Après, avec l'ambition d'aller chercher une place européenne, je pense qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien que ça va être ultra compliqué, voire déjà fini, quoi. Après, ce qui peut être sympa, c'est d'aller... Je regardais, alors je nommerai pas le club qui est derrière, mais ils sont devant 6 points devant un autre club breton, il faut essayer de rester devant. Alors après, cette suprématie régionale ne veut pas dire grand-chose pour des joueurs qui sont pour la plupart pas bretons, mais ça peut être sympa de finir dans la première moitié de classement, devant Rennes. Bon, il y a première, oui, c'est ça. Même peut-être cette 8e place, parce que c'était avant la saison dernière, il me semble que c'était le record du club en 87. Enfin voilà, il y a aussi, faut se rappeler que le Stade Brestois va peut-être faire son 2e ou 3e meilleur classement de son histoire. Exactement. Et puis en ayant joué évidemment la Ligue des Champions. Il faut essayer de doubler Lens. Oui, voilà. Le reste, c'est compliqué. Je crois que c'était jamais arrivé au club dans son histoire en Ligue 1 de faire 2 années de suite d'enchaîner dans le top 10. Ouais. Tout ça, c'est jamais arrivé. Donc, voilà. Ils avaient fait il l'avait fait avec Der Zakarian avant que. Non, c'était 11e qui s'est fait. 11e. Donc c'est pas le top 10 et ils l'ont fait une fois 8e dans les années 80. Ils avaient fait 8e en meilleure saison 87. Ils avaient fait 9e aussi une fois, mais c'était après. Franchement, s'ils font 8e et la Ligue des Champions, le parcours qu'ils ont fait, saison très réussie, quoi. C'est pas réussi, c'est très réussi pour un club comme Brest dont on attendait des difficultés cette année. Si je vous comprends, il n'y a pas de déception si au final Brest n'est pas dans les 7 ou les 6 premiers. Non. Pas vraiment. Déception. Si, déception, oui, mais par contre, c'est pas pour autant que c'est un échec. C'est non. ça. C'est de la déception parce que tu l'as touché du doigt jusqu'à 4 journées de la fin, et puis que ça aurait été beau, en fait, d'apposer ça après cette saison-là. Et puis cette 7e place, ça veut dire Conference League. Quand on voit le plateau de la Conference League, ce Stade Brestois-là d'Éric Roy,
il donne envie on a envie de le D'accord voir avec aussi dans une compétition comme ça. C'est des clubs un peu plus à sa dimension, parce qu'on voit Chelsea, voilà, qui ont des moyens démesurés. Des quarts de finale de Ligue Conférence. Il y a des clubs qu'on ne connaît même pas. Enfin, on parle de ça. Mais donc, j'aurais aimé voir donc, cette déception. Oui, quand on fera le bilan en fin de saison, on ne dira pas ça. Mais... En fait, au-delà de la possible fin de saison un peu décevante, moi je suis surtout déçu de la tournure de ces 2 derniers matchs-là, je suis d'accord. qui en fait mettent un point final à la saison. En fait. Le match à Saint-Etienne où la victoire aurait dû être acquise s'il n'y avait pas eu ces 3 buts encaissés alors qu'il menait à chaque fois, et ce match-là avec un scénario un peu compliqué. Si ça avait tourné dans le bon sens, là, on aurait pu avoir une fin de saison vraiment sympa, je pense. Après, ils ont été quasiment obligés tout le temps de rattraper des périodes creuses avec des périodes fastes. Parce que rappelle-toi, ils font quand même un super parcours. Ils font 10 points sur 12 contre Angers, Reims. Bon, c'est pas un match terrible non plus, mais Angers, Reims. Monaco, peut-être. Monaco, ils prennent les 3 aussi, et ils en ont un autre dans la série qui était à leur portée, un match à leur portée, je sais pas. À Toulouse. Toulouse, pardon. Voilà, donc ils avaient pris 10 points sur 12, et à chaque fois c'est ça. En fait, pour qu'ils restent dans la course, il fallait qu'ils recollent. À un moment donné, ils ont manqué un petit peu de régularité, ils ont eu des trous d'air, et c'est ça qui font qu'ils sont là aujourd'hui. Et comme disait Adrien, je trouve qu'il faut aller chercher la Ligue Europa Conférence l'année prochaine. Ça doit être un objectif en fait pour Brest. Oui, non, mais ils peuvent, la Ligue des Champions, c'est exceptionnel, mais d'essayer d'aller chercher une 7e place ou une 6e place. De toute façon, c'est un des regrets. Après, Lens avait perdu en qualif l'été dernier. C'est un regret qu'il n'y ait pas un club français là, en Ligue Europa Conférence. Moi, je trouve que c'est totalement un regret. On a quoi, 2 Coupes d'Europe dans notre histoire. Les clubs français, c'est pas beaucoup. Je dis pas que Brest va la gagner. Non, faut pas cracher dessus. Surtout pas quand on est la France. Alors peut-être pour conclure sur ce débat, peut-on dire que Brest a à minima un rôle d'arbitre à jouer dans cette fin de saison, puisqu'ils vont affronter des équipes potentiellement européennes. Ça peut être une motivation selon vous pour les joueurs? Déjà, on va rappeler le calendrier, vite fait. L'OM le week-end prochain. Voilà, on va en parler juste après. Montpellier derrière, à la maison. Déjà condamné quasiment en 99. Ça joue pas l'Europe. Montpellier devrait être officiellement en Ligue 2 le week-end prochain. Voilà. Lille à la maison et fini à Nice. Donc, ça veut dire qu'on jouerait 3 équipes sur 4 qui sont en course pour l'Europe. Donc oui, des matchs sympas, des matchs de gala sympas. Voilà. Bon, on va suivre ça dans les dernières semaines de compétition. Mais pour l'instant, on va surtout parler du prochain match. C'est l'objet de notre 3e débat. Et on se demande si Brest peut faire dérailler l'OM dimanche prochain au Vélodrome. Ce sera le match de la 32e journée ou 31e journée peut-être pour l'instant. Et donc Brest qui va aller défier l'OM qui est 2e du classement. On se demande si l'OM est quand même prenable sur ce match-là. Est-ce que selon vous, il y a une possibilité ? Alors, sur la dynamique récente de l'OM, on regardait, c'est quand même 5 défaites sur les 8 derniers matchs. Alors certes, il reste sur une victoire contre Montpellier, malheureusement pour les Montpelliérains. Tout le monde bat Montpellier en ce moment. Alors, moi, en fait, le problème qui va se poser, on va voir. Marco Bizot est suspendu. Ça, ce sera bon. Abdoulaye Ndiaye, ils vont faire appel, je pense, de la décision de Benoît Millot, mais il sera potentiellement suspendu. Ludovic Ajor, qui est sorti sur blessure, à voir dans quel état il sera. Julien Cardinal, c'est pareil, il revenait tout juste. Il y a encore des absents. Et puis, on parle d'un Olympique de Marseille qui, la Ligue des Champions, rien. Roberto De Zerbi prépare la mise au vert jusqu'à la fin de la saison. Au Vélodrome. Bon, ça me paraît quand même très compliqué. Brest va tout donner, évidemment, comme c'est une équipe d'Éric Roy, mais je pense que les 2 derniers matchs ont mis un gros coup derrière la tête et ça, je pense que ça va être très compliqué à Marseille. François, tu es optimiste ou pas vraiment non plus? Alors, je ne suis pas optimiste, mais je ne suis pas pessimiste non plus. Merci. Non, mais je me dis qu'en fait... l'OM c'est hyper irrégulier comme toutes les équipes de haut de tableau, mais c'est indéchiffrable l'OM, difficile. Donc en fait s'il faut ils vont se rater total et puis Brest va en profiter, même si sur le papier en effet l'OM est favori. Si tout le monde est là dans leur compo d'équipe, a priori il n'y a pas photo, mais on ne sait jamais. Il y a un paramètre qui est quand même important pour des joueurs de foot, c'est de jouer le dimanche soir en prime time. Ça sublime un peu les joueurs. Et même sur DAZN. Mais l'OM, ils ont l'habitude. L'OM, ils ont l'habitude de jouer. Là, Brest, ça peut un peu sublimer les joueurs dans un environnement différent. Le Vélodrome, ça cause aux joueurs de foot. Moi, je pense que Brest, ils ont montré qu'ils étaient capables de le faire. Ils ont tapé Monaco. On en avait parlé avant. Est-ce qu'ils sont capables de taper un gros ? Ils ont montré. Encore une fois, je le redis, il n'y a que contre Paris où ils ont été surclassés. Et l'OM au match aller. Oui. L'OM match aller. Mais je regardais avant de venir, je ne sais pas si c'est dans tes stats ça par contre, mais ils ont tapé Reims. Reims a tapé l'OM au Vélodrome et Auxerre a tapé l'OM au Vélodrome. Auxerre l'a tapé 2 fois. Et 3-0. Et même les tapé 2 fois. Donc je trouve que c'est pour ça fait pas mal. L'OM se rate
régulièrement à domicile. Il y a une espèce aussi énorme de pression. Et la pression, ouais. c'est l'OM qui l'aura sur ce match-là, parce qu'eux, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils doivent aller chercher cette 2e ou 3e place qualificative directe. Moi, je regarde, ils sont à 22 points de Paris quand même. Ça montre bien qu'ils ont, je crois que c'est 9 défaites. C'est une équipe qui est cyclique. Par contre, c'est sûr que si l'OM joue à son niveau, il tarte Brest, ça c'est sûr. Mais voilà. On a l'impression et avec les absences dont tu parlais, c'est quand même ça c'est un vrai. Ça peut être compliqué. On a l'impression qu'aucune équipe veut la 2e place de toute façon, entre Monaco, Nice, Marseille. Ouais. Mais oui, un Stade Brestois à 100%, j'aurais pas eu le même avis. Ouais. Mais le Stade Brestois va vraiment être diminué. Faut pas c'est oublier... peut-être les blessures aussi qui font. On parle d'un Stade Brestois qui fait quand même clairement. Sur ces 3 derniers déplacements à Marseille, Brest a gagné 2 fois. Pas la saison dernière, mais les 2 précédentes. Oui, mais comme on disait, les contextes sont différents. Le match aller, je regardais le banc avec François et Maël du match aller contre Marseille de Brest. Bon, il manquait quand même beaucoup de joueurs. On rappelle un premier match de la saison, défaite 5-1 avec une première mi-temps catastrophique. Ah oui, un Mason Greenwood qui était quand même qui survolait, sauf que Mason Greenwood, il marque encore. Évidemment, il a 18 buts cette saison en Ligue 1. Qui était très bon aussi. Mais il est quand même il est sur courant alternatif. Il fait aucun effort. C'est Marseille, c'est un peu compliqué, mais je pense que là, il y a quand même quelque chose d'union sacrée et que Marseille, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas le choix, ou la Ligue des Champions, rien, que ce soit financière. Après, Brest, tout dépend comment ils sont, parce que moi je suis assez séduit par. On n'a pas vu un grand match, disons-le, hier contre Lens, mais par contre je suis séduit par le premier but. Parce que ça rappelle un peu des choses qu'est capable de faire Brest sur certaines séquences qu'ils ont fait l'année dernière plusieurs fois. En fait, c'est une équipe qui est sur l'action. Les Melou, Pereira Lage qui fait la passe. Et je sais plus. Et Ajorc. Enfin, Ajorc, qu'est-ce qui sera là, est-ce qu'il sera pas là, qui est toujours important en point d'appui. Mais il y a un coup à jouer, quoi. Il y a un coup à jouer. Maintenant, après, ce qu'il faut, c'est pas prendre un but rapide. Il faut pas se faire prendre par le contexte qui peut t'enflammer très vite, le Vélodrome. Mais il faut voir. Moi, un Del Castillo qui revient là aussi un peu. Et puis il y en a un qui voudra se montrer, c'est Magnetti. Aussi, il joue un peu à domicile. Camara aussi, de Marseillais. Sans Ajorc, attention. Parce qu'Ajorc, c'est quand même, sur un match comme ça, peut être super utile. Il fait du bien, Mais moi, c'est un Mathias Pereira aussi en ce moment, qui en ce moment, il fait une fin de saison assez... Ça passe là hier pour Les Melou. C'est lui qui est dans le relais, mais c'est dans tous les bons coups. Dans les bons coups, il a un truc. Et qui est en fin de contrat, donc attention à sa situation aussi, fin de saison, à surveiller. Un dernier mot quand même sur Marseille. François, on l'a dit, équipe inconstante, mais quand même équipe avec un bel effectif, des internationaux dans tous les sens. Un coach réputé, même si en ce moment on n'a que comprendre qu'il y avait des tensions entre lui et ses joueurs. Mais voilà, pour un adversaire, c'est toujours impressionnant quand on voit la feuille de match et des noms comme ça. Ah bah oui, donc on parlait de Greenwood, il a 18 buts, il est qu'à 3 buts derrière Dembélé. Voilà. Même s'il a été parlé de Dembélé qui survolait la saison, etc. Greenwood est juste à 18, donc c'est à droite 3 buts derrière, c'est rien. Et devant, il y a Bouiri. Au milieu, tu as Rabiot, comment il s'appelle, Heuberg, et puis je ne sais plus encore. Tarongier. Non, mais c'est hyper solide. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. La défense est un peu faiblarde. D'ailleurs, même Deserbi le disait, il est obligé de mettre 5 quand il n'y a pas Balerdi. 5 défenseurs. Je pense que là où le bas blesse un peu, c'est défensivement. Mais encore faut-il que Brest soit capable, et on parlait de l'absence d'Ajor peut-être, d'enflammer et de mettre un peu la pression sur cette équipe. C'est ça le problème. C'est que si le ballon peut très bien circuler au milieu de terrain et derrière, si devant, tu n'as pas ce point d'appui, c'est plus difficile. Dernière question, pensez-vous que ce match peut basculer dans l'irrationnel ? Est-ce que ce serait une bonne nouvelle pour Brest de faire dérailler un peu ce match avec un scénario fou ? Est-ce que vous imaginez ce genre de match ? C'est peut-être un moyen pour Brest de gagner, de gagner ou de faire un résultat là-bas. C'est même le moyen, à mon avis, parce qu'ils n'auront pas la maîtrise 90 minutes sur ce match-là, de toute façon. Donc, ça dépend du scénario. Si c'est 3 rouges pour des mains dans la surface de Abdoulaye Ndiaye, dans la limite raisonnable. Non, mais bien sûr. Oui, clairement. Surtout dans une ambiance survoltée comme le Vélodrome. Ça peut... Donc on peut dire Eric Croix, pas la peine de faire un plan trop précis, c'est ça ? Non. Non, mais on veut un bon match de gala dimanche soir à 20h40. Oui, que Brest finisse bien la saison. Oui, qu'il n'y ait pas un carton, que l'OM ne déroule pas son match, parce que ça reste une équipe qui, intrinsèquement, quand on prend chaque joueur, est au-dessus. Voilà. Mais collectivement, ça peut être cool si Brest arrive à les secouer un peu. Et en tout cas, ce serait une très belle affiche à suivre en clôture de cette prochaine journée. On vous rappelle, à 20h45 dimanche, OM Brest. Et bien voilà, messieurs, pour cette émission. Merci à vous pour votre présence. Un grand merci également à Christophe Geffroy en régie et Arthur Malter. Merci à tous de nous suivre chaque semaine. On vous rappelle, l'actualité du Stade Brestois est à suivre en temps réel sur le telegram.fr, sur nos réseaux sociaux. Et puis les émissions à revoir aussi sur les plateformes de TBO, TB Sud, voilà, vous savez tout. Excellente fin de semaine à tous, à bientôt.